Je ne suis pas d'ici. Je ne sais pas combien de gens me croiront. Et à vrai dire, ce n'est pas ça qui m'importe le plus. Je ne cherche pas à convaincre, pas à faire le buzz. Je ne cherche même pas à me confesser. J'ai besoin d'aide. Et je pense que vous êtes les seuls à pouvoir m'en donner, parce que vous êtes de ce monde. Ce que je vais vous dire m'a déjà coûté. Mon unité ignore que je parle. J'enregistre cette vidéo en secret. Je la compresse sur un terminal hors réseau, puis je la projette via une antenne satellite civile bricolée dans une ferme abandonnée. Ça me donne à peine une fenêtre de 20 minutes pour envoyer ça sur YouTube, sous cette chaîne que j'ai trouvée par hasard. Récit nocturne. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez l'habitude des choses étranges ou des histoires qui ne rentrent dans aucun fichier officiel. Alors écoutez bien, j'ai besoin de vous. 03 hours 44 minutes. Je me souviens de l'odeur. Métal chaud, ozone, sueur. Dans la chambre de rupture, la lumière pulsait comme un cœur. 3 battements, puis plus rien. Puis 3 autres. La résonance électromagnétique faisait vibrer mes molaires. J'étais le 4e dans la file. KR devant moi, Tarek derrière. On ne parlait pas. Pas depuis au moins 30 minutes. Les seuls bruits, ceux des dispositifs de contrôle de masse, les clics secs des verrous sur les exosquelettes, les respirations filtrées par nos masques internes. Je me souviens avoir fermé les yeux quand l'alarme de phase s'est déclenchée. Pas par peur, par réflexe. Parce qu'on nous avait appris à ne jamais regarder une rupture directe. Pas la première microseconde, en tout cas. Trop instable. Et puis, le passage, la sensation. C'est comme tomber sans bouger. Ton estomac reste là-bas. Ton corps traverse. Ton sang met une seconde de plus à te rejoindre. Je me suis senti désarticulé, compressé, dissous, puis recompacté brutalement. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à genoux. Le ciel était noir, mais pas le même noir que chez nous. Il y avait de la brume, pas épaisse, mais assez pour cacher les formes à plus de 50 mètres. La végétation était dense, humide, les arbres, familiers. Des sapins, des bouleaux, des frênes, pas d'anomalie, mais l'air avait une douceur étrange, comme s'il était propre. Je n'avais jamais respiré un air aussi neutre, même dans les zones classées, biologiquement stables. Mon masque s'est déverrouillé automatiquement à 12 ppm. Je l'ai retiré, lentement. L'air m'a frappé comme un souvenir. J'ai regardé autour de moi. KR était déjà debout, en train de scanner les alentours avec son optique. Le capitaine Lawrence était le dernier à franchir. Il a stabilisé la brèche avec la balise arrière, qui s'est enfoncée dans le sol avec un bruit sourd. Une lumière rouge a clignoté 3 fois sur la colonne, puis plus rien. Brèche 07 refermée. On était sur votre sol. France, Vosges. Coordonnées vérifiées. On a établi un périmètre en moins de 6 minutes. Sen a placé les balises thermiques. Makonnen a sorti ses modules de détection microbienne. Vell a noté les premières données de terrain. Moi, j'ai pris position sur le point nord. Une butte naturelle surélevée, parfaite pour poser l'antenne directionnelle secondaire. Tout était réglé, tout était exact, mais ça sonnait faux. Pas dans les chiffres, dans le silence. Il n'y avait pas d'insectes, pas un bruit d'aile, pas une vibration, juste le vent dans les arbres. Chez nous, même les zones mortes ont un fond sonore. Des drones, des moteurs lointains, des machines. Ici, rien, et c'est ça qui m'a fait frissonner. À 4h19, le capitaine a validé la phase 1. Installation de base temporaire. On a localisé une structure abandonnée à moins de 600 mètres. Une ancienne station de pompage désaffectée. Murée, oubliée, parfaite. On a tout déplacé à pied, en silence. La station était encore plus délabrée qu'annoncé. Toiture effondrée à l'arrière. 2 murs ouverts. Des mousses épaisses sur le carrelage. Mais le béton tenait. L'étage inférieur était sec. On a sécurisé l'entrée avec des tôles et des verrous optiques. À 6h12, notre base était fonctionnelle. Je me souviens du café, pas le vrai. De la poudre noire dans une gourde d'eau tiède. Mais ce moment, ce geste. Je me souviens de la chaleur contre mes paumes. Je me souviens du regard de Liv, assise en face de moi, les yeux encore pleins de fatigue. C'est plus calme que je l'imaginais, a-t-elle soufflé. Je n'ai rien répondu, mais je pensais la même chose. Le capitaine nous a convoqués à 7 heures précises pour le briefing. 3 missions,
cartographier les flux civils dans un rayon de 15 km, identifier les points de communication majeurs, installer les relais passifs sur les zones d'observation désignées. Pas d'interaction, pas de contact, juste regarder, écouter, noter. Ça me convenait, du moins au début. Je suis sorti à 8h13 pour ma première boucle de surveillance. Le brouillard s'était dissipé un peu, laissant apparaître la ligne irrégulière de la crête au nord. Les sapins formaient une sorte de mur, dense, luisant sous la rosée. Le sol était spongieux, couvert d'une mousse d'un vert vif, presque irréel. J'avais du mal à croire que cet endroit n'était pas artificiel. Tout était trop intact. Mon secteur comprenait une montée boisée jusqu'à une antenne de télécommunications désaffectée, 2 sentiers forestiers et un ancien hangar métallique au toit rouillé. Le tout à moins de 3 km du point central. Je portais mon exo léger, l'armure noire segmentée avec renfort dorsal, capteurs thermiques activés, jumelles à gain variable. Mon fusil était en position dorsale, sécurisé. Mais je n'en avais pas besoin. Il n'y avait rien ici. Pas de bruit, pas de traces. Et pourtant, je me sentais observé. Vers 9h42, j'ai croisé Tarek sur la ligne Est. Il installait un relais dans un vieux tronc creux, en vérifiant la tension des câbles avec sa pince digitale. « Tu crois qu'on va rester longtemps ici ?» m'a-t-il demandé sans me regarder. Ils disent 2 semaines, peut-être 3. Ouais. Mais ils disent beaucoup de choses. Je l'ai observé quelques secondes. Il était tendu. Ses gestes étaient précis, mais mécaniques. Il suait sous son casque, malgré le froid. T'as remarqué? Il a ajouté, en redressant la tête. Quoi? Les officiers. Ils se parlent plus entre eux qu'à nous. Et jamais dans le canal principal. J'ai haussé les épaules. C'est leur taf. Nous, on applique. Il a soufflé par le nez, un rictus amer au coin des lèvres. Appliquer quoi, Callen? Regarder les gamins sortir de l'école avec des optiques thermiques? Scanner des cabines téléphoniques? Et envoyer des fichiers anonymes sur des serveurs protégés? C'est ça, notre mission. Je n'ai rien répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je commençais à penser la même chose. Le lendemain, on a reçu une mise à jour des consignes. Nouvelle zone à surveiller. Hameau résidentiel, 20 habitations, route départementale peu fréquentée. Le fichier contenait une carte, des coordonnées et une liste de 10 noms. Aucun contexte. Juste observer discrètement. Aucun contact. Quand j'ai demandé à Vel s'il y avait un lien entre les cibles, elle m'a regardé comme si j'étais lent. Ce n'est pas notre rôle de comprendre, c'est celui de collecter. Tu ne veux même pas savoir pourquoi on surveille des gens ordinaires? Je sais déjà pourquoi. Parce qu'ils sont là, et que nous, on est venus pour ça. Elle m'a tourné le dos. Discussion close. La tension a augmenté le 5e jour. KR et Lawrence ont commencé à quitter la base entre 2h et 4h du matin, par roulement. Toujours seul. Aucun enregistrement de sortie. Aucun rapport. Liv m'a chuchoté à l'oreille un soir, alors qu'on réparait un relais ensemble. Il cache quelque chose. Je l'ai vu. Le capitaine a téléchargé un module de données classifié dans son terminal, mais il a effacé les logs d'accès. Tu es sûr? Elle a hoché la tête, sans même relever les yeux de son tournevis. Et le fichier s'appelait Phase 2. Phase 2. Rien de plus flou, rien de plus inquiétant. Surtout quand tu ne sais même pas si la phase 1 est terminée. Ce soir-là, je suis allé plus loin que mon secteur assigné. J'ai longé un ruisseau asséché, dont le lit serpentait entre des bosquets d'épines. L'air était plus frais ici, chargé d'une odeur métallique. Et puis je suis tombé dessus, un sac plastique. Abandonné. Propre. Posé là comme s'il avait été laissé pour moi. À l'intérieur, une bouteille d'eau, entamée, une boîte de médicaments pour enfants, et un téléphone. Je l'ai pris. Je suis rentré sans rien dire. C'est un grand mot. Endormi, quand on parle de militaires en opération. Disons qu'ils étaient en phase de repos. Aucun mouvement dans les modules de veille. Plus de signal thermique actif. Pas de canal vocal ouvert. J'ai trouvé un coin tranquille, à l'écart des faisceaux de surveillance, entre 2 containers à demi enterrés derrière la station de pompage. J'y avais déjà repéré un angle mort thermique. Assez pour rester invisible quelques minutes. Je me suis assis contre le béton, jambes repliées,
Genoux serrés, le téléphone dans mes gants me paraissait trop léger, trop fragile, trop civil, comme un objet interdit dans un monde où rien n'est laissé au hasard. Je l'ai allumé. L'écran a vacillé. Batterie faible, mais encore fonctionnelle. Il n'y avait pas de code. Aucun verrouillage. Juste une interface simple, claire, comme figée dans un autre temps. L'image de fond a mis 1 seconde à apparaître. Une femme, la même. Cheveux noirs, attachés négligemment, une écharpe rouge autour du cou, des cernes sous les yeux, mais un sourire, pas celui d'un mannequin, celui d'une mère fatiguée. Dans ses bras, un petit garçon, peut-être 2 ans, les doigts collés à sa joue. Le genre de photo qu'on garde précieusement au fond d'un sac à main ou d'un portefeuille usé. Pas une cible, pas une menace, une personne. Juliette Vernier, c'était son nom dans notre base de données. J'avais déjà vu cette photo, mais rognée, recadrée, extraite de son contexte. Ici, elle était entière. Et puis je l'ai vue. En haut, dans la barre de notification, 4 messages non lus. Je n'ai pas hésité. Premier message, envoyé 5 jours avant notre arrivée. Je t'attendrai à l'abri. Comme tu l'as dit, fais attention. Deuxième message, si tu changes d'avis, je n'en parlerai à personne. Troisième message, je crois que tu n'es pas celui que tu prétends être, mais je ne dirai rien, promis. Quatrième message, je suis désolé, il te ressemble trop. Je ne peux pas lui mentir. Adieu. Les mains me tremblaient, pas à cause du froid, pas à cause du risque, à cause du nom dans les métadonnées. Ces messages, ils étaient adressés à moi. Non, Calen Rock. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce monde avant cette mission. Je n'ai jamais connu cette femme. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de souvenir d'elle. Et pourtant, elle m'a écrit, elle m'attendait. Elle pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Ou peut-être exactement moi. Je suis resté là, sans bouger, pendant de longues minutes. Le monde autour de moi s'était figé. Pas un bruit. Même le vent semblait suspendu. Puis j'ai entendu un froissement derrière moi. Léger, trop précis pour être naturel. J'ai glissé le téléphone dans ma poche intérieure et me suis relevé en silence. Les muscles tendus, prêts à tirer. Rien. Juste une ombre glissante entre 2 arbres, peut-être une silhouette. Je n'ai pas couru. J'ai reculé lentement. Je connaissais le terrain. J'ai retrouvé la zone thermique et j'ai attendu que ma signature se fonde dans celle du camp. Quand je suis rentré, Tarek était assis à demi dans le noir, nettoyant silencieusement sa carabine. Il ne m'a pas regardé. Il a juste dit « Tu l'as vu aussi, hein? » J'ai gelé. « De quoi tu parles ?» Il a haussé les épaules, comme si la réponse n'avait plus d'importance. L'écharpe rouge. Le visage. Elle fait partie de la mission, non? Je n'ai rien répondu, parce qu'il aurait fallu mentir, et je n'y arrivais plus. Le 7e jour, tout a changé, pas brutalement. Rien d'aussi évident qu'un cri ou une arme levée, non. Ce sont les petits gestes qui trahissent d'abord, le silence un peu trop tendu, les regards qui glissent sans se croiser, les échanges radio écourtés, une tension lente, rampante, comme un nœud qui se resserre sans qu'on sache encore autour de quoi. Au matin, le capitaine Lawrence a convoqué toute l'unité dans le module de commandement. Il pleuvait, une pluie fine, continue, qui créait une nappe de son blanc sur les tôles rouillées du toit. On s'est alignés comme d'habitude. Moi, Tarek, Liv, Oswin à droite, KR, Vel, les techniciens à gauche. Lawrence s'est tenu debout au centre, mains croisées dans le dos, la tablette grise verrouillée contre sa hanche. Son ton était neutre, trop neutre. Mise à jour de mission. Le commandement a validé la phase 1. Nous entrons maintenant en phase 2. Personne n'a bougé. Il a poursuivi. Les cibles prioritaires sont désormais sous observation renforcée. 2 équipes seront affectées à chaque zone. Aucun contact, aucune initiative. Les canaux de communication sont restreints. Toutes les transmissions sortantes seront filtrées. Il a balayé la pièce du regard. Est-ce clair? 1 seconde. 2. 3. Puis les hochements de tête mécaniques, obéissants. Moi je n'ai pas bougé. Lawrence m'a regardé. Il n'a rien dit. Mais il a noté. Je l'ai vu. Plus tard,
Pendant que je vérifiais les balises sud, Liv est venue me voir. Elle avait le visage tiré, des cernes sous les yeux, et un tic nerveux au coin de la lèvre qu'elle n'avait jamais eu avant. Tu as parlé à Tarek? M'a-t-elle demandé à voix basse. Un peu. Il est tendu. Il dit qu'il a vu Juliette s'approcher de la zone tampon, toute seule. Je l'ai regardé. Il a dit ça? Il dit qu'elle l'a regardé, longtemps, comme si elle savait. Je me suis redressé. Et il en a parlé à Lorenz? Tu plaisantes? Il se méfie de tout le monde. Il pense que KR surveille nos chambres. Je n'ai rien dit. Mais moi aussi, je commençais à y croire. Ce soir-là, à 2h28, j'ai entendu du bruit. Pas dehors. Dans le camp. J'ai ouvert la porte de mon module avec précaution. Tout était noir, sauf une lueur très faible provenant du sas de sortie. J'ai avancé en silence. Mes bottes sur le béton n'émettaient aucun frottement. Je savais où poser mes pieds. À travers la vitre fumée, j'ai vu KR. Il était assis dans le noir. Un casque sur les oreilles. Un terminal ouvert devant lui. Un flux de données défilait en colonne. Mais ce n'était pas du français, ni du langage machine standard. C'était un langage de cryptage militaire interne, réservé aux communications classées entre officiers. On n'y avait pas accès, même en tant qu'opérateur de niveau 3. Et pourtant, il était là, absorbé. J'ai reculé. Il ne m'a pas vu, mais à ce moment-là, j'ai compris. Il nous cache entre quelque chose de plus grand que la mission. Le matin du 8e jour, Tarek ne s'est pas présenté au débriefing. Vel a dit qu'il s'était blessé, entorse, repos imposé, mais personne ne l'a vu. Pas une trace, pas un mot sur le canal médical, pas de message dans le journal logistique. Il avait simplement disparu. J'ai confronté Lorenz. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être la fatigue, peut-être la peur. Je l'ai croisé devant le conteneur des armes. Il faisait semblant de ranger des munitions. Tout était déjà rangé. Je me suis arrêté net. Où est Tarek? Il a fermé le couvercle d'un claquement métallique. Hors service. Il sera évacué au prochain relais. Il ne m'a rien dit, et je suis son binôme. Lorenz s'est retourné, lentement. Son regard était calme. Trop calme. Ce n'est plus ton problème, sergent. Concentre-toi sur ton secteur. Je n'ai pas bougé. Il s'est approché, très près. Assez pour que je sente l'odeur de fer et d'huile de ses gants. Tu poses beaucoup de questions, Roque. Tu veux un conseil? Pose-les au bon moment. Et surtout, au bon interlocuteur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai remonté les journaux. J'ai scanné tous les logs. J'ai comparé les itinéraires de patrouille. J'ai cherché les erreurs, les failles, les données oubliées. Et à 4h13, j'ai trouvé quelque chose. Un dossier, masqué dans un module de mise à jour. Un fichier image, camouflé comme un script de maintenance. Je l'ai ouvert. Une vidéo. De mauvaise qualité. Filtrée. Détail d'un visage. Juliette, debout, devant un drone d'observation. Et elle regardait directement la lentille. Elle me regardait, directement, à travers l'écran, à travers la lentille. Et ce n'était pas un hasard. La vidéo était courte, moins de 10 secondes. Le fichier était nommé A07VS3 RAW. C'était brut, non traité. Aucun filtre de reconnaissance, aucun tag. Je l'ai ouverte avec un lecteur non lié au réseau. Un de ceux qu'on utilise quand on ne veut pas que l'analyse se propage au reste du système. Je ne sais même pas ce que je cherchais, mais ce que j'ai trouvé m'a fait l'effet d'une lame entre les côtes. Juliette Vernier, manteau beige, écharpe rouge, même expression fatiguée. Même regard. Elle se tenait sur le bord d'un sentier forestier, là où l'un de nos drones avait été programmé pour faire des relevés thermiques à basse altitude. Il pleuvait. On voyait les gouttes courir sur la lentille. Mais elle ne bougeait pas. Et au moment où le drone la survolait, elle a levé la tête. Pas un sursaut, pas une réaction de peur, juste ce geste lent, mesuré. Et ses yeux qui se plantaient dans l'objectif. Elle savait. Je l'ai rembobiné, 4 fois, toujours la même chose. Elle savait. Je n'ai pas rapporté la vidéo. Je l'ai transférée sur un support externe. J'ai effacé les logs d'accès. Puis, j'ai passé la nuit à fixer le plafond de mon module, incapable de dormir. Mon corps me lançait.
Mes muscles étaient épuisés, mais ma tête tournait sans arrêt. Comment pouvait-elle savoir? Pourquoi ce regard? Et surtout, comment connaissait-elle mon nom avant notre arrivée? Le 9e jour a commencé sans Tarek. Personne n'en parlait plus. Il avait été effacé du protocole, comme s'il n'avait jamais existé. Liv est venue me voir vers midi. Elle avait l'air pâle, fébrile. On était seuls, près du réservoir à condensation. Elle m'a chuchoté. J'ai intercepté une transmission. C'était du code de rappel. Niveau Vière. Je l'ai fixé. Rappel vers quoi? Pas vers chez nous, vers ici. Quelqu'un ici, dans ce monde, attend une réponse. Je n'ai pas compris tout de suite. Elle a ajouté, plus bas. Ils sont déjà là, depuis plus longtemps qu'on le croit. Je n'ai pas eu le temps de poser plus de questions. L'alarme s'est déclenchée dans le module nord. Pas fort. Pas comme en cas de brèche ou de tir. Juste un bip long, régulier. Une alerte de déplacement non identifié. Mais le signal venait de l'intérieur du périmètre. Juste derrière la clôture thermique. J'ai couru, les autres aussi. Quand je suis arrivé, KR était déjà en position. Il tenait son arme contre l'épaule, regard tendu. Lorenz donnait des ordres secs. Formation demi-cercle. Personne ne tire sans mon ordre. Le détecteur indiquait une signature humaine. Femme, taille moyenne. Pas armée, le scan optique l'a confirmé. Juliette Vernier, elle était là, juste là, à 5 mètres de notre périmètre. Sans arme, sans protection, juste elle. Le vent soulevait son écharpe. Elle nous a regardés, tous, un par un. Et elle s'est arrêtée sur moi. Pas de surprise, pas de peur, comme si elle me reconnaissait. Lorenz s'est avancé, lentement. Reculez, madame. Zone restreinte. Elle n'a pas bougé. Il a répété. Ceci est un ordre. Dernier avertissement. Et là, elle a parlé, d'une voix claire, tranquille. Il n'a pas encore décidé, mais il le fera. Silence. Je n'ai pas compris tout de suite, mais Loren, lui, a blêmi. Il a baissé son arme d'1 centimètre, puis, brusquement, il s'est tourné vers moi. Rogue. Avec moi. Tout de suite. Dans le module central, il a fermé la porte derrière nous à double verrou. Il m'a regardé, droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je ne l'ai jamais approché. Tu mens. Elle t'a nommé. Elle t'a regardé. Elle savait. Je ne savais plus quoi dire. Et alors, il a prononcé cette phrase. Roque, tu crois que c'est ta première mission ici? Je suis resté figé. Mon cœur battait dans mes tempes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas répondu. Il m'a juste montré la porte. Tu es en repos obligatoire. 4 heures. Reste dans ton module. Et il m'a laissé là. Je suis resté enfermé dans mon module pendant plus de 2 heures. Les minutes passaient lentement, comme figées dans une matière visqueuse. J'avais coupé le système d'éclairage pour ne garder que la faible lumière bleue de mon interface portative. Les murs semblaient être plus étroits qu'avant. Mon matelas grinçait à chaque mouvement. L'humidité se concentrait en gouttelettes dans les angles du plafond. Une odeur de plastique chauffé, de métal suintant et de linge sale saturait l'air. J'ai revu ses yeux. Juliette, debout dans la forêt. Ses yeux qui se sont posés sur moi sans hésitation. Et cette phrase, il n'a pas encore décidé, mais il le fera. Elle savait, elle me connaissait. Pas comme un étranger, pas comme un espion, comme quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Et Lorenz, sa question. Tu crois que c'est ta première mission ici? Cette phrase me tournait dans le crâne comme un ver qui refuse de crever. Et si je n'étais pas ici pour la première fois? Et si je l'avais déjà rencontré avant, lors d'une autre mission effacée? Et si on m'avait réinitialisé, reprogrammé ou simplement menti? Je n'en savais rien, mais ce doute suffisait. À 15h47, j'ai rouvert le téléphone. J'avais gardé la batterie débranchée pour éviter les interférences. Quand je l'ai rallumé, un nouveau message était apparu. Envoyé à 13h24. Je sais que tu ne peux pas répondre, mais si tu viens, je serai là, à l'endroit habituel. Aucune signature, mais je savais que c'était elle. Je n'ai pas cherché à comprendre comment elle pouvait envoyer un message à un appareil isolé. Je n'avais pas la bande passante mentale pour ça. J'ai simplement compris une chose, elle m'attendait, et moi,
Je devais choisir. J'ai passé les heures suivantes à préparer une sortie discrète. Je connaissais les horaires de patrouille, les angles morts des relais thermiques, les plages horaires où KR se connectait au réseau secondaire pour ses relevés cryptés. J'ai préparé mon sac, couteau pliant, lampe frontale à intensité variable, un module d'énergie portable, une gourde et le téléphone. J'ai retiré mon armure standard, trop lourde, trop visible. J'ai gardé un gilet mat, foncé, doublé contre le froid. Je n'ai pas pris d'armes. Je ne voulais pas avoir à choisir entre tirer ou fuir. À 19h12, j'ai quitté mon module. Le camp était silencieux. Le générateur principal ronronnait doucement. Le ciel se teintait de gris, lourd, plombé. J'ai avancé vers la sortie nord, contourné la station de pompage, puis rejoint la vieille tranchée de drainage que j'avais repérée 2 jours plus tôt. Elle menait droit à la lisière, là où je l'avais vue. Pendant que je marchais, mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, d'excitation, de tension. Je n'avais jamais désobéi, pas une seule fois en 17 ans de service. Mais là, quelque chose de plus profond me poussait. Quelque chose qui avait commencé à naître le jour où j'avais vu son visage sur l'écran d'accueil. Le jour où j'avais vu mon nom dans ses messages. Pas mon matricule, mon prénom. Il m'a fallu 25 minutes pour atteindre le point. Une clairière bordée de rochers plats, un ancien muret, envahi par les mousses. Et là, à l'abri d'un arbre tombé, une silhouette. Elle était là, assise, silencieuse, Juliette. Je me suis arrêté à 10 mètres. Elle a levé les yeux. Elle m'a vu et elle a souri. Un sourire fatigué, triste, mais sincère. « Tu es venu !» a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu. J'ai fait un pas, puis un autre. Je l'ai regardée. Vraiment. Pas comme une cible, pas comme un objet de mission, comme une personne. Elle avait l'air épuisée, mais entière, des cernes sous les yeux, les cheveux un peu en bataille, mais une présence, solide. Elle m'a montré un petit banc de pierre à côté d'elle. « Tu peux t'asseoir, si tu veux. » J'ai hésité, puis je me suis assis. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle m'a regardé longuement. Et moi, je l'ai regardée aussi. Je me sentais vulnérable, nombéré, comme si tout mon équipement, tout mon entraînement, toute ma discipline venait de fondre. Elle a dit « Je ne sais pas lequel tu es, mais je sais que tu es l'un d'eux et que tu veux comprendre. » J'ai soufflé, à voix basse. « Tu me connais ?» Elle a hoché la tête. « Oui, pas comme tu crois, mais oui. » « On s'est déjà vu ?» Pas exactement, mais tu m'as déjà protégé, dans une autre version. Je l'ai fixé. Je ne me souviens de rien. Elle a souri tristement. Ce n'est pas de ta faute. Ils effacent, ils recommencent, ils testent. Tu es l'un des seuls à ressentir les fractures. Je ne comprenais pas tout, mais je la croyais. Elle a sorti quelque chose de sa poche, un petit objet, rond, métallique, un médaillon. Elle me l'a tendu. Tu l'avais laissé, la dernière fois. Je l'ai pris. Mes doigts ont reconnu la forme, la surface, le poids. Sans l'avoir jamais vu, le médaillon pesait lourd dans ma main. Pas par sa masse, par sa mémoire. Une mémoire que je ne reconnaissais pas mais que mes doigts, eux, semblaient reconnaître. C'était une pièce ronde, métallique, marquée de petites gravures presque effacées, des chiffres, un symbole triangulaire, une inscription en cursive. Je n'en reconnaissais pas la langue. Ce n'était pas du français. Ce n'était pas notre écriture militaire non plus. Et pourtant, quelque chose en moi savait. Je l'avais déjà tenu. Je n'ai rien dit. Juliette m'observait. Elle ne cherchait pas à expliquer. Pas encore. Elle attendait que je parle. Je l'ai regardée, droit dans les yeux. « Qu'est-ce que je suis pour toi ?» Elle n'a pas souri cette fois. Tu es le lien, celui qui n'oublie pas tout, pas complètement. Je ne comprends pas. C'est normal, ils ont effacé, ils font ça à chaque mission qui échoue, par précaution. Mais toi, tu résistes. Une part de toi revient toujours. Elle s'est levée lentement et a commencé à marcher en cercle autour de la clairière. Ses gestes étaient calmes, répétés, presque rituels. Vous n'êtes pas les premiers. Ta mission, elle a déjà eu lieu. Plusieurs fois, vous traversez, vous observez, vous ciblez. Puis un jour, vous commencez à agir. On disparaît.
Des maisons, des familles, des souvenirs entiers. C'est lent, subtil, mais réel. Je me suis levé aussi. Mon souffle s'accélérait. Tu veux dire qu'on a déjà opéré ici? Oui, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Ils changent de soldats, de structure, de nom, sauf toi. Je suis resté figé. Elle s'est rapprochée. Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? J'ai juste secoué la tête. Elle a posé une main sur mon épaule, légère, pas hostile. Ce n'est pas grave, tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. On s'est assis à nouveau. Elle a sorti une carte froissée de sa poche. Une carte IGN ancienne, annotée au crayon. Elle m'a montré un point à quelques kilomètres au nord. Ici, il y a un relais que vous avez activé. Il émet encore, en continu. On le croit cassé, mais en réalité, il scanne nos flux de mémoire, nos rêves, nos voix. Je l'ai regardé, incrédule. Ce n'est pas possible. Notre technologie ne peut pas faire ça. Elle a froncé les sourcils. Pas la vôtre, non, mais celle qu'on vous a donnée, celle que vous ne comprenez pas encore. Un silence. Elle me fixait. Tu peux le désactiver, mais il faudra choisir, parce qu'en faisant ça, tu deviens un traître pour eux. Elle a marqué une pause, puis a ajouté plus doucement. Ou tu peux me dénoncer et reprendre ta mission. Un dilemme, froid, directeur. Je pouvais revenir au camp. Ignorer tout ça, supprimer cette rencontre. Mentir à Lorenz, dire que je n'ai rien vu, rien entendu. Continuer à suivre les ordres, observer, transmettre, ne pas penser, ou je pouvais suivre Juliette, désactiver ce relais et devenir un ennemi, un homme traqué par les siens, mais avec une minuscule chance de comprendre. Elle s'est levée. Je ne peux pas te forcer. Je ne te reverrai peut-être pas. Elle a marché jusqu'à la lisière de la clairière. Avant de disparaître dans les arbres, elle s'est retournée. Tu peux encore faire ce qu'il faut, mais pas seul. Il faut que tu sois sûr. Puis elle a disparu. Je suis resté seul. La lumière tombait. Les ombres s'allongeaient sur le sol. Je suis resté là longtemps. Je n'ai pas bougé. Le médaillon toujours dans la main. Je suis revenu par les hauteurs. Pas par la tranchée que j'avais empruntée en partant. Trop risqué. Je connaissais la routine de surveillance du camp, les cycles de balayage thermique, les relais de détection posés par KR et Sen. Il fallait contourner le champ d'action, glisser entre les mailles du filet comme un rat qui connaît les murs du labyrinthe mieux que le laboratoire lui-même. Je suis passé par le flanc nord-est, là où une ligne de vieux murets agricoles cassait la géométrie naturelle du terrain. Sous mes bottes, les pierres glissaient, les mousses craquaient à peine. Chaque pas devenait une prière silencieuse pour ne pas déclencher un capteur oublié. Le vent avait tourné. Il descendait en vrille froide depuis la crête. J'avais le visage gelé, les oreilles en feu, la gorge nouée. Pas de peur, de tension, pure, instinctive. À 21h42, j'étais de retour dans le périmètre. À 21h47, j'étais dans mon module. Personne ne m'avait vu. Du moins, je le croyais. J'ai rangé le médaillon dans une poche cousue dans la doublure de mon sac. J'ai ôté mes vêtements trempés, essuyé mes bottes à l'intérieur d'un chiffon usé. Puis je me suis allongé, habillé, bras croisés sur la poitrine, les yeux ouverts, la tête en feu. À 22h11, on a frappé à ma porte. Un seul coup, network suffisant. J'ai mis 5 secondes à répondre. Entrez. La porte s'est ouverte. Lorenz. Seul. Il est entré lentement. Il a refermé derrière lui. Puis il s'est assis, sans rien dire. Il m'a observé, les coudes posés sur les genoux, le regard tranquille, presque doux. Et je savais qu'il savait. Tu es sorti. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas nié. Il a hoché la tête. Un petit silence. Puis, Tu l'as vu? je n'ai pas répondu. Il a soupiré. Elle te manipule. Tu le sais, n'est-ce pas? Il se pencha un peu plus. C'est son rôle. Elle est là pour ça. Elle est un point d'ancrage, une variable émotive, une clé de réaction. Une quoi? C'est ce que vous êtes tous, en réalité. Des vecteurs de test. Il se leva, futé, contrôlé. Repose-toi, Rock.
Je t'appelle demain pour une réaffectation. Il me lança un dernier regard. Et réfléchis bien, il n'y a pas de retour, tu le sais. On ne repasse pas 2 fois la brèche. Puis il est sorti. Je suis resté assis dans l'obscurité. Pas de colère, juste une évidence. Il savait tout. Et s'il me laissait en vie, c'était parce que j'étais encore utile, encore actif, mais plus pour longtemps. Je devais choisir, bientôt, rester ou agir. J'ai attendu que la base s'endorme. C'est un mensonge, ça. On ne s'endort pas ici. On entre dans des cycles de repos. On coupe les transmissions. On baisse les tensions musculaires. On surveille d'un œil fermé. On rêve avec l'autre ouvert. Mais c'est ce qui se rapproche le plus du silence. Et j'avais besoin de silence. Il était 2h12 quand j'ai rallumé mon module portatif. Pas connecté à l'intranet de l'unité, pas de traçage, pas de log. Juste un vieux boîtier civil réadapté, trouvé dans un entrepôt d'ici. Rétrofité avec mon propre système d'interface. Des années que je bidouille des trucs pareils. Et c'est là que je me suis souvenu de cette chaîne YouTube. Récit nocturne. Je l'avais croisée dans un scan automatique. Elle ressortait comme une anomalie dans les flux de consultation. Forte activité entre 00 et 05 heures du matin. Commentaires longs, engagement élevé. Des gens qui cherchent à comprendre, à écouter. Des gens comme moi. Je me suis dit que si quelqu'un, quelque part, pouvait m'aider à choisir, ce serait eux. J'ai posé la caméra thermique sur une caisse. J'ai vérifié le cadre. Pas de visage, pas d'arrière-plan reconnaissable. Juste mes mains gantées, ma voix modifiée par un filtre logiciel. Rien qui puisse trahir mon emplacement précis. Rien qui puisse mettre les civils en danger. Mais assez pour dire que je suis là et que je doute. Je peux faire 2 choses et je ne peux en faire qu'une. Choix. A. Je continue la mission. Je reste dans les rangs, je me tais, je fais ce qu'on attend de moi. Je surveille les civils. Je collecte les données. Je transmets sans poser de questions. Je protège mes camarades, je reste un soldat, et je ferme les yeux. Choix B. Je sors du protocole. Je retourne voir Juliette. Je la crois, je l'écoute, je vais jusqu'au relais. Je coupe l'alimentation, je sabote, je dévie, et je deviens un traître. Mais je découvre la vérité. Je ne peux pas faire les deux. Et je ne peux pas rester sans rien faire. Alors je vous le demande, à vous. Vous qui regardez ça, vous qui vivez ici, qu'est-ce que je dois faire? Choix A, obéir. Choix B, désobéir. Répondez dans les commentaires. Je peux les lire, même ici. Et je suivrai votre décision.